Bonjour M. Ngom. Bonjour M. Merci de nous recevoir chez vous. Voulez-vous en quelques minutes revenir sur les grandes lignes de votre programme? Oui, je suis Djibril Ngom, candidat à l'élection présidentielle du 26 février 2012. Je suis né le 31 mars 1952 à Dakar. J'ai grandi à Pikine, où j'ai fait l'école Pikine 4. J'ai eu mon entrée en 6e et le certificat d'études primaires élémentaires. J'ai ensuite fréquenté le lycée Maurice Delafosse, où j'ai obtenu le baccalauréat. Et je me suis transporté en France, à l'université de Paris, où j'ai obtenu mon doctorat en économie. Et ensuite, pour améliorer mes connaissances en économie, surtout en micro et en finance, j'ai fait un MBA en finance et en gestion internationale au niveau des études. Bon, j'ai participé à plusieurs congrès, des stages, mais aussi j'ai une expérience administrative. J'ai été conseiller technique du ministre des Finances, j'ai été conseiller au bureau d'organisation et méthode de la présidence de la République, ministre de l'Emploi, ministre du Budget, ministre du Plan. Et surtout, j'ai eu une carrière au niveau des entreprises, les entreprises publiques, parapubliques et les entreprises privées. J'ai dirigé le port autonome de Dakar, les industries chimiques du Sénégal. Je suis administrateur dans plusieurs sociétés d'assurance, mais aussi consultant. J'ai été consultant pour le Bureau international du travail, pour le PNUD, mais j'ai surtout travaillé sur les stratégies de croissance et de lutte contre la pauvreté, mais aussi les politiques d'emploi en Afrique centrale, la politique de l'emploi des jeunes du Mali. Je l'ai mise en place il y a quelques années. Et voilà un peu Djibril Ngom dans ses expériences administratives, de gestionnaire, mais aussi l'expérience gouvernementale. Et pour mon programme est surtout basé sur trois points importants que j'appelle l'endiguement, la transition et l'envol. Mais si je pouvais dire la base axiomatique du programme, c'est la rupture. Rupture entre les gouvernés et les gouvernants, ça veut dire le mode demain de gouverner les Sénégalais, être beaucoup plus proche des Sénégalais, et être beaucoup plus proche des agriculteurs, des paysans, des pêcheurs, mais aussi des jeunes de la banlieue, des femmes qui ont des groupements d'intérêt économique, mais aussi rupture au niveau de la gestion macroéconomique et sectorielle. Je veux dire par là que pour aller vers un diagnostic et avoir l'endiguement qui permet demain de mieux gérer les dépenses publiques, il faut arriver à ces ruptures-là. Mais la transition, tout simplement, mettra en place des nouveaux mécanismes pour de nouvelles politiques qui permettent l'envol. Et quelles sont ces nouvelles politiques? C'est la politique surtout de l'emploi, parce que c'est par rapport aux défis de notre société et par rapport aux exigences sociales que nous mettons en place un programme pour le pays. Et cette exigence sociale importante aujourd'hui, c'est l'emploi des jeunes et le financement des groupements d'intérêt économique et des femmes, pour les femmes. Mais aussi, c'est une agriculture beaucoup plus efficace, par une augmentation des rendements, mais qui partent de la base agricole, ça veut dire la terre, faire en sorte que cette terre-là puisse revenir à des niveaux d'équilibre en termes d'oligo-éléments, d'équilibre réel, parce que vous savez très bien que depuis des années et des années, plus de 20 ans, on utilise de moins en moins les engrais. Et le fait même de ne pas utiliser les engrais déséquilibre la terre. Donc il faut amender ces terres-là pour permettre les rendements. Mais en plus, il faut que demain, qu'on ait des paquets technologiques, des semences de bonne qualité, des engrais en abondance, des pesticides et la maîtrise de l'eau. Je crois qu'avec ces trois éléments-là, on pourra, si la formation naturellement accompagne les paysans et les grands projets agricoles, nous pouvons avoir des rendements qui nous permettent demain d'avoisiner une croissance à 2 points. Maintenant, il nous faut aussi une politique industrielle tout à fait optimale et satisfaisante pour la simple raison, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le pays? C'est une basarisation, une soukisation de l'économie nationale. C'est pour cela d'ailleurs que quand les droits de douane augmentent, les gens sont contents, alors que cela démontre encore une fois de plus que nous avons une économie industrielle non articulée. Et il faut développer demain, pour combattre la pauvreté, tout le système de financement des petites et moyennes entreprises, tout le système de financement des groupements d'intérêt économique pour les femmes. En un mot, il faut une nouvelle vision économique et sociale. Et surtout, et comme j'aime à le dire, il faut que demain, l'économique soit au service du social. Voilà l'essence même de mon programme. Et sur quel point de votre programme vous mettez particulièrement l'emphase?
Sur quel point? Oui, l'emphase en fait. Vous marquez l'emphase. Mais c'est surtout au niveau de l'agriculture et surtout au niveau de l'emploi des jeunes. Vous voyez, quand vous parlez de l'emploi des jeunes, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes qui ont une formation extraordinairement longue, c'est un investissement, soit un investissement public ou bien tout simplement un investissement des parents. Et vous voyez que ces jeunes-là arrivent sur le marché du travail, on leur demande quelquefois non seulement des formations additionnelles, mais on leur dit quelquefois, mais vous êtes venus sans connaître l'entreprise. Donc le système éducationnel est un élément très important pour moi. Il faut que la formation soit une formation qualifiante. Dès que nous aurons revisité les curricula, les filières, réorganisé l'école sénégalaise, nous mettrons en place une école où le va-et-vient entre l'entreprise et l'école devient le leitmotiv véritablement de la nouvelle école sénégalaise, mais qui sera dotée de ressources supplémentaires. Hein. Sûrement, je ne sais pas si c'est 40%, on le dit souvent, mais je suis persuadé que l'école n'a pas reçu ces 40% et l'école a besoin de ressources supplémentaires que nous allons tirer tout simplement des économies budgétaires que nous aurons. La deuxième chose qui est importante, c'est de créer ce Fonds national de l'emploi des jeunes, parce que tous les jeunes, toutes les femmes qui ont des groupements ne peuvent pas être insérées dans les entreprises ou tout simplement insérées dans l'administration. Il va falloir créer l'auto-emploi. Ceci demande une autre méthode, un accompagnement des jeunes, un accompagnement de leurs projets et leur financement adéquat à des taux d'intérêt qui soient des taux acceptables pour les projets des jeunes et les projets des femmes. Maintenant, il faut aussi créer les conditions d'éclosion du système privé qui permettent demain de résoudre véritablement les problèmes des jeunes Sénégalais et avoir un marché du travail qui est un marché fluide, un marché où l'information est réelle sur l'offre et la demande de travail est là, et où on pourra demain sanctionner positivement ou négativement le ministre qui sera chargé de l'emploi des jeunes et de l'emploi tout court. Je crois que ce sont des démarches qui sont de nouvelles méthodes qu'il faut mettre en place pour résoudre ce problème. Maintenant, vous me dites les grands défis. Les grands défis aussi, c'est le panier du consommateur. Le riz d'ailleurs, vous verrez effectivement la relation entre résoudre le problème du prix du riz et doper la production rizicole au niveau de la vallée. C'est possible. C'est possible si nous utilisons les nouvelles technologies. C'est possible aussi si aujourd'hui nous savons que au niveau de certaines institutions étrangères, mais aussi des institutions africaines et panafricaines, des études ont été faites sur le riz. Et ces études-là vous disent qu'il est possible aujourd'hui d'avoir 3 récoltes par année. Si vous avez 3 récoltes par année, ça vous permettra demain de baisser le coût moyen de production du riz et peut-être mieux concurrencer le riz qui est importé et qu'aujourd'hui nous coûte l'équivalent de 150 milliards de francs CFA par an. Ça va participer à l'équilibre de la balance commerciale qui est aussi recherché quand vous mettez en place un nouveau système et peut-être demain, lorsqu'il y aura peut-être une monnaie africaine sa force sera dérivée de l'équilibre que nous allons et de la balance commerciale et de la balance des paiements. Je crois que ce sont des éléments sur lesquels aujourd'hui nous devons insister pour dire qu'il faut mettre en place une véritable politique de substitution interne, mais pas n'importe quelle substitution, parce que vous savez très bien, entre 1960 et 1980, il y a eu beaucoup d'erreurs sur la politique de substitution industrielle. Et que les gens ont créé des industries qui finalement n'étaient pas préparées pour la compétition internationale. Et ça, il faut qu'on revienne en étudiant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, dans la phase de transition, alors l'emphase sera à ce niveau. Parce que dans la phase de transition, c'est là où les plus grands experts de ce pays, les hommes d'expérience vont se retrouver pour dire voilà la nouvelle méthode et voilà maintenant la voie de développement que nous allons choisir ensemble. Parce que vous savez, ce qui est mauvais, quand vous mettez en place des politiques économiques et des politiques sociales, c'est de changer de cap souvent. Il vaut mieux avoir une mauvaise politique qui perdure qu'une bonne politique qu'on change tout le temps. Et je trouve que la méthode aujourd'hui aussi que nous aurons, c'est la réflexion commune, la réflexion globale, qui nous permet demain d'avoir une politique et on ne sortira pas de cette voie de politique. Et ceci participe demain à la stabilité des instruments de la politique économique. Donc, l'agriculture, l'industrie, réorganiser un peu le monde du travail, chercher des emplois pour les jeunes, ce seront là des thèmes importants, des thèmes programmatiques importants pour, si demain je suis président de la République, sur les éléments sur lesquels je vais beaucoup insister. Beaucoup de candidats font de la question casamançaise une super priorité. C'est votre priorité? Mais vous savez, aujourd'hui,
tout ce que je suis en train de vous raconter, tout ce que je suis en train de vous dire par rapport à mon programme, c'est que le lit, pour que ça puisse se faire d'une manière stable, c'est qu'il y ait la paix. Vous savez que, vous le savez mieux que moi, vous avez vu un peu les pays qui ont guerroyé, les pays qui ont connu la guerre, et aujourd'hui, dans ces pays-là, non seulement l'investissement extérieur n'arrive pas, mais vous ne pouvez même pas sécréter des moyens internes pour financer le développement. Aujourd'hui, je crois que tant qu'on n'aura pas la paix en Casamance, on ne pourra pas avoir une politique stable globale. Voilà pourquoi la Casamance, pour moi, est une priorité. Et d'ailleurs, quand on parle de Casamance, je dis, vous savez, le problème de la Casamance est parti d'un problème économique, les terres. Et c'est la base agricole de la Casamance là qui a frémi à un moment donné. Et il faut quand même discuter avec les Casaçais pour leur expliquer que aujourd'hui, le Sénégal a besoin de tous ses bras. Le Sénégal a besoin de toutes ces régions. Le Sénégal a besoin, d'autant plus que le Casacé, c'est le cousin du Sérère, comme le Sérère est le cousin du Toucouleur. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un univers où on doit avoir la stabilité, la paix, pour proposer aux Sénégalais définitivement le programme dont l'envol permettra de résoudre les problèmes de pauvreté à travers la création d'emplois. Est-ce que vous, en tant qu'ancien ministre, vous avez aujourd'hui un schéma à proposer aux Sénégalais pour un retour à l'orthodoxie républicaine, le respect des institutions, tout ça? Mais oui, mais le schéma, vous savez, aujourd'hui, le schéma de base déjà, il faut qu'on commence par éduquer nos enfants. Parce que finalement, ce qu'on voit un peu dans l'administration n'est que le reflet d'une forme d'éducation. C'est l'étape finale de l'éducation qu'on voit un peu. Mais il faut qu'on revienne sur des comportements dont le seul objectif est le résultat positif pour tout le monde. Il faut que chaque Sénégalais, lorsqu'il travaille, qu'il se dise « je travaille pour moi-même et pour l'autre ». Et je crois que si on le fait, c'est cette forme de solidarité qui permettra demain de changer les véritables valeurs. On revient aux valeurs. D'ailleurs, quelqu'un me disait, vous savez, vous parlez beaucoup de programmes, vous parlez beaucoup de chantiers, vous parlez d'infrastructures, vous parlez de pistes rurales, vous parlez d'emploi, de baisse des prix, mais le chantier le plus important au Sénégal, c'est le chantier des valeurs. Et ces valeurs-là, il faut que ça revienne, et surtout les valeurs républicaines. Et la République, elle est neutre. La République, elle est neutre. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est cette neutralité qui fait que je veux que la séparation des pouvoirs se fasse réellement et que demain, qu'on puisse avoir les trois pouvoirs qui marchent ensemble sans pourtant se toucher. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je propose le Haut Conseil de la Justice qui ne permettrait plus au président de la République de présider le Haut Conseil dit de magistrature, mais qui sera transformé en Conseil de la Justice, dont le président, peut-être, demain, sera le magistrat de plus haut gradé. Voilà un peu, mais les chantiers, comme vous l'avez si bien dit, M. Si, c'est les chantiers que nous avons aujourd'hui. Et le chantier le plus important, c'est le chantier des valeurs. Permettez-nous de nous arrêter un tout petit peu sur votre candidature jugée par certains un peu tardive. Qu'est-ce qui, chez vous, a boosté l'envie de participer à ces élections? Mais l'envie, c'est travailler pour le Sénégal, faire pour le Sénégal, faire pour les Sénégalais. Et je crois que, vous savez, une candidature n'est jamais une candidature de trop, ce n'est pas une candidature en retard, tout dépend comment la candidature a été préparée. Moi, vous savez, je pense depuis très longtemps à être candidat à la présidence de la République. Ça, tous mes amis, tous ceux qui sont autour de moi le savaient très très bien. Et pour préparer cette candidature-là, il a fallu faire le tour du Sénégal, aller voir, discuter avec les gens, voir un peu quels sont aujourd'hui les désirs des Sénégalais, qu'est-ce qu'ils ont envie, de quel changement ils ont envie. Et je me dis, mais si je peux arriver à porter toutes ces valeurs-là, pourquoi pas ne pas être candidat à la présidence de la République. Mais aujourd'hui, je pense que le débat, il est un débat profond d'idées. C'est pas parce que vous êtes parti depuis 2 ans sur le terrain politique que vous êtes en avance sur quoi que ce soit. Je ne pense pas, franchement, aujourd'hui, qu'il y ait un candidat qui soit en avance sur les idées et sur ce que je veux donner aux Sénégalais, ce que je peux apporter au Sénégal, ce que je vais proposer aux Sénégalais, ce que je vais proposer au Sénégal. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est la réflexion d'avant. Comment vous avez réfléchi sur les problèmes des Sénégalais? Quelle expérience vous avez eue? Quelle est la profondeur de votre expérience? Quelle a été votre formation? L'expérience n'est pas seulement le problème interne, c'est aussi un problème international. C'est comment vous avez travaillé à l'extérieur, comment vous avez pu faire les comparaisons. C'est ça finalement que l'homme porte en lui. Mais ce n'est pas parce qu'on a commencé à se dire qu'on est candidat depuis 3 ans qu'on est en avance. On n'a qu'à nous mettre tous autour d'une table et puis demander quelles sont les idées pour le Sénégal et qu'il y ait des débats profonds sur la vision du Sénégal, sur demain ce que nous voulons faire du Sénégal.